Vous êtes bien sur France 24, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce lundi 31 août, arrivée massive de migrants en gare de Vienne. Partis plus tôt dans la journée de Budapest, les autorités autrichiennes les ont d'abord arrêtés à la frontière avant de laisser repartir les trains. Une situation qui illustre à nouveau les atermoiements et les dissensions en Europe face à cet afflux inédit. Un campement humanitaire va voir le jour à Calais d'ici l'année prochaine. Il aura 1500 places, déclaration de Manuel Valls. Le Premier ministre était en visite sur le site qui héberge actuellement les migrants dans l'attente d'un départ vers la Grande-Bretagne. À ses côtés, le premier vice-président de la Commission européenne promet jusqu'à 5 millions d'euros supplémentaires à la France pour faire face à cette situation. Et puis des violences à Kiev, en Ukraine, un mort et 90 blessés dans des manifestations. Des heurts survenus au moment du vote d'un projet de loi. Il offre davantage d'autonomie aux régions séparatistes. À suivre dans cette prochaine demi-heure d'actualité, on viendra sur la polémique autour des indemnités de départ du PDG d'Alcatel, Michel Combes. Il touchera près de 14 millions d'euros au moment de son départ de l'entreprise. On va en parler dans le journal de l'économie d'ici un quart d'heure. Et puis dans le journal de l'Afrique, vers 21h45, heure de Paris, Pauline Simonet reviendra avec le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, en visite d'État en Algérie. Elle reviendra donc sur cette visite, pays qui a joué l'Algérie un rôle important dans les négociations de paix entre les différentes parties maliennes. Il est 20h à Paris, bienvenue dans Paris Direct. L'Europe continue donc d'improviser sa réponse à l'arrivée des migrants, parfois de manière très désordonnée. C'est le cas aujourd'hui en Autriche, où la police des frontières a immobilisé plusieurs trains en provenance de Budapest. Objectif, débarquer les passagers ayant déjà fait une demande d'asile en Hongrie. Ils se précipitent pour monter à bord de ces rames, direction Vienne, Munich ou Berlin. Les autorités hongroises ont autorisé lundi des centaines de migrants munis d'un billet régulier à quitter le territoire. J'ai une autorisation pour partir. J'ai obtenu le papier auprès de la police. Maintenant que je l'ai, je pars. Jusque-là, ils en avaient été empêchés par les forces de sécurité, n'étant pas en possession de documents officiels les autorisant à circuler dans l'espace Schengen. Comme d'autres gares de Budapest, celle-ci s'est transformée ces derniers jours en camp de réfugiés improvisés. Au total, elles abriteraient dans la capitale 2000 migrants. Nous demandons simplement au gouvernement de communiquer avec l'Allemagne, de laisser ces gens partir, de leur permettre de se rendre là-bas. Ce sont pour la plupart des Syriens, peut-être des Afghans et des Pakistanais. Mais ce trajet pourrait tourner court pour beaucoup de migrants empêchés de poursuivre leur voyage vers l'Europe occidentale. Un des trains a été bloqué à la frontière autrichienne lundi, peu après son départ de Budapest. La police autrichienne ne ferait qu'appliquer la procédure européenne, selon laquelle les migrants qui ont déposé une demande d'asile en Hongrie doivent attendre dans ce pays le traitement de leur dossier. La situation est loin de se simplifier donc, et ça inquiète Angela Merkel notamment, dont le pays, l'Allemagne, s'attend à recevoir un nombre record de 800 000 demandes d'asile, rien que pour cette année. C'est 4 fois plus qu'en 2014. Et si sur cette question les Allemands entendent donner l'exemple, encore faut-il que les autres pays européens acceptent de prendre leur part aussi en matière d'accueil. Écoutez ce qu'en dit la chancelière allemande. S'il n'est pas possible d'organiser une répartition équitable des réfugiés au sein de l'Europe, alors certains poseront bien évidemment la question de la pertinence de Schengen. Nous ne voulons pas arriver à ça, mais nous voulons une répartition des réfugiés. Et on va en parler avec le chef de la division des migrations internationales auprès de l'OCDE, Jean-Christophe Dumont, bonjour. Bonjour. Quand Angela Merkel pose le problème en disant en gros c'est soit les quotas, soit la fin de Schengen, c'est ce qui risque d'arriver si on n'impose pas des quotas par pays. Schengen explose. En tout état de cause, il faut trouver une solution commune à cette situation qui s'aggrave de jour en jour. La France et l'Allemagne essayent de parler d'une seule voix sur ce dossier. En général, quand ces deux pays sont ensemble, l'Europe est plus forte. Il faut faire bouger les lignes parce qu'effectivement, sinon, les enjeux sont à la fois économiques et sûrement politiques pour l'Europe. Pourtant, la première réaction de la France, quand Jean-Claude Juncker l'a évoqué il y a 2 mois, c'était de dire non aux quotas. Bon, je pense que la difficulté,
était dans cette première proposition d'en faire un mécanisme semi-automatique qui serait répliqué en fonction de l'évolution de la situation. Je crois qu'aujourd'hui, la plupart des pays, y compris la France et l'Allemagne, se rendent compte que cette situation s'aggrave et qu'effectivement, il faut une solution durable, pas simplement une solution de court terme. Et je crois que l'état d'esprit dans lequel les négociations peuvent maintenant se poursuivre est différent. Cela dit, il reste un grand nombre de divergences au sein de l'Union européenne avant de régler cette question. Et le sommet peut-être du 17 septembre permettra d'y voir plus clair. Avant celui-là, il y a une autre réunion en fin de semaine, les pays d'Europe centrale qui se réunissent à Prague pour tenter de faire bloc. On sait qu'eux sont contre les quotas, en tout cas dans leur majorité. Qui peut les contraindre ? Ce n'est pas tellement la question des quotas qui se pose en fait, c'est la question de trouver un mécanisme qui permet d'avoir une répartition juste des efforts qui sont nécessaires pour accueillir ces gens. Effectivement, l'accueil des réfugiés coûte, disons, aux finances publiques. L'Europe peut soutenir et soutient déjà par un certain nombre de dispositifs ces dépenses. Donc il faut simplement effectivement trouver un mécanisme qui permet avoir un équilibre, comme c'est le cas dans d'autres domaines de la politique européenne. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire partager les dépenses lorsqu'il s'agit d'étudier les dossiers, par exemple, dans les pays, les premiers pays d'arrivée ? Bon, clairement, on l'a dit déjà à de nombreuses reprises, la répartition est tout à fait, disons, elle n'est pas équitable, au sens où l'Allemagne, voilà, absolument, à la géographie, à la situation économique et à la situation évidemment aussi historique. L'Allemagne prévoit cette année 800 000 demandes d'asile, ce qui en ferait évidemment le principal pays de l'OCDE receveur de demandeurs d'asile de l'histoire. Donc un chiffre extrêmement important. La Suède reçoit environ 8% de sa population. Et pourtant, ce ne sont bien souvent pas les premiers pays d'arrivée. Alors aujourd'hui, ce que prévoient les accords de Dublin actuellement en place, c'est que les demandeurs d'asile, donc la partie des migrants qui concerne ceux qui aspirent et peuvent envisager d'obtenir l'asile, déposent leur demande dans le pays de leur arrivée dans l'espace Schengen. Cet accord, il est encore réaliste et applicable compte tenu de l'immense afflux de migrants et de réfugiés auxquels on assiste actuellement ? Bon, d'abord, dans le dispositif de Dublin 3, il y a des assouplissements qui permettent, comme l'Allemagne d'ailleurs vient de le faire, de ne pas nécessairement appliquer en tant que pays de destination ce règlement. Ensuite, il y a des mécanismes spéciaux qui permettent de maintenir les familles ensemble. Enfin, il y a un certain nombre d'assouplissements qui ont été prévus. Somme toute, cette crise pose la question effectivement de la politique d'asile commune et il va falloir, disons, la réviser. Mais avant même de poser cette question-là, je crois qu'il faut gérer la situation aujourd'hui, pour le court terme, pour le moyen terme, parce que cette crise s'inscrit dans la durée. Ce sont plus de 4 millions de Syriens qui sont déplacés dans les pays limitrophes. Mais surtout, cette crise se caractérise par une grande mixité de flux. Par des flux qui viennent des Balkans, d'Afrique subsaharienne. On voit bien la complexité de la situation, mais on n'entrevoit pas pour l'heure de réponse qui semble mettre tout le monde d'accord. La réponse doit être globale. Elle doit être globale dans le sens où c'est un ensemble de politiques qui permettront d'y résoudre. Un petit peu comme c'était le cas d'ailleurs dans l'agenda des migrations pour l'Europe que la Commission avait mis sur la table au mois de mai. C'était une bonne proposition. Et qui a été activement rejetée par certains pays. Ouais, sur la question des quotas, évidemment, ça a été rejeté. Mais sur les autres aspects, ça n'a pas nécessairement été rejeté. C'est-à-dire sur la nécessité de renforcer la lutte contre les passeurs, sur la nécessité de travailler avec les pays d'origine et de transit, sur la nécessité d'avoir aussi une politique active de migration légale. C'est un ensemble, c'est un tout. Une politique globale, mais aussi une politique globale en termes de, disons, international. Une réponse qui doit, disons, impliquer tous les pays européens et peut-être même au-delà. Merci beaucoup, Jean-Christophe Dumont, d'avoir réagi donc, sur notre antenne. En France, Manuel Valls confirme pour 2016 la construction d'un campement humanitaire pouvant accueillir 1500 personnes à Calais, là où se trouvent actuellement de nombreux migrants dans l'attente de pouvoir se rendre en Grande-Bretagne. Le Premier ministre s'est rendu sur place dans la matinée aux côtés du premier vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, qui promet, lui, jusqu'à 5 millions d'euros supplémentaires à la France pour faire face à cette situation. Le récit de cette journée par Nenayem. De retour à Calais, le ministre de l'Intérieur est cette fois-ci aux côtés de Manuel Valls, le Premier ministre. Objectif, répondre à l'urgence de la crise migratoire. Avec eux pour visiter le centre d'accueil Jules Ferry, 2 commissaires européens. Ici,
110 migrants vivent aujourd'hui, 70 autres sont sur liste d'attente. On pousse un peu les murs, mais on arrive à saturation, hein, ça c'est clair. Donc on essaye d'attendre, on va dire, qu'éventuellement un élargissement du service puisse se faire. L'Europe est en train de se mobiliser pour apporter des solutions de manière méthodique, de manière intelligente, et en conciliant ce qui est indispensable, et l'accueil et l'aide humanitaire, et aussi la fermeté contre les passeurs. Juste à côté de ce centre, la jungle de Calais, ce terrain où vivent des milliers de migrants qui espèrent rejoindre l'Angleterre. La municipalité est dépassée, la maire de la ville attend des solutions pérennes. Le combat n'est pas terminé, il faut vraiment rester très vigilant au-delà des annonces à ce que le liant puisse se faire et qu'il y ait un rythme continu de travail, puisque de façon très pragmatique, on sait que le problème migratoire ne va pas s'arrêter dès demain. Et justement, pour améliorer l'accueil des migrants sur place, une rallonge européenne de 5 millions d'euros est annoncée. Nous ne refoulerons jamais ceux qui ont besoin de protection. Le Premier ministre s'est également rendu à l'entrée d'Eurotunnel, sécurisé cet été, après le décès de plusieurs migrants qui tentaient de traverser la Manche. En Ukraine, c'est un projet de loi qui déchaîne les passions. Les députés ont accordé une large majorité à une plus grande autonomie aux régions séparatistes. Le texte, pourtant prévu par les accords de Minsk, a provoqué de violentes manifestations devant le Parlement. Un membre de la garde nationale est mort, près d'une centaine ont été blessés. Christophe Dansette. L'explosif est envoyé en plein milieu des forces de l'ordre. Les policiers n'ont pas eu le temps de reculer. Plusieurs sont touchés aux jambes ou à la tête, parfois gravement. Certains sont étourdis par la détonation. Des journalistes qui filmaient avec les gendarmes aussi sont blessés. Tous sont immédiatement évacués, tandis que la police procède à de premières arrestations. Avant la détonation, des centaines de manifestants regroupés devant le Parlement envoyaient depuis plusieurs minutes des projectiles sur les forces de l'ordre pour faire entendre leur colère. Car quelques instants plus tôt, à l'intérieur du Parlement, les députés votent un texte controversé en première lecture. Ici aussi, la séance est houleuse. Certains parlementaires font tout pour empêcher la tenue du vote. Cette nouvelle loi doit donner plus d'autonomie aux deux régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine, Donetsk et Lugansk. Le vote de ce texte était demandé par les dirigeants occidentaux dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu signé en février dernier à Minsk, en Biélorussie. Les opposants à cette loi jugent qu'elle affaiblit l'unité du pays. Le texte devra encore être adopté lors d'un examen final. Il devra alors recueillir les voix de 300 des 450 députés. Il est 20h13 à Paris, je vous rappelle tout de suite les principaux titres de l'actualité. D'abord, l'arrivée massive de migrants en gare de Vienne, partis plus tôt dans la journée de Budapest. Les autorités autrichiennes les ont d'abord arrêtés à la frontière avant de laisser repartir les trains. Une situation qui illustre à nouveau les atermoiements et les dissensions en Europe face à cet afflux inédit. Un campement humanitaire va voir le jour à Calais d'ici l'année prochaine. Il aura 1500 places. Déclaration de Manuel Valls. Le Premier ministre était en visite sur le site qui héberge actuellement les migrants dans l'attente d'un départ vers la Grande-Bretagne. À ses côtés, le premier vice-président de la Commission européenne promet jusqu'à 5 millions d'euros supplémentaires à la France pour faire face à la situation. Et puis des violences à Kiev en Ukraine. Un mort et 90 blessés dans des manifestations. Des heurts à propos d'un projet de loi qui offre davantage d'autonomie aux régions séparatistes.